On est sur des dettes qui sont aujourd'hui monstrueuses. Monstrueuses. Nous avons un niveau de dette qui atteint plus de 98%, qui a augmenté de 30 points au cours des dernières années. Et la France peut s'endetter. Mais regardez l'Italie, regardez l'Espagne. C'est-à-dire l'endettement, à un certain moment, ça peut peser lourd sur la croissance, sur le chômage, sur la santé d'une économie à long terme. Et si la dette publique était en réalité un mirage et que nous n'avions jamais à la rembourser? Donc il y a énormément de personnes qui sont créancières de l'État. Annuler la dette, ça veut dire appauvrir beaucoup de gens qui ont épargné, qui ont placé leur argent, et du jour au lendemain, tu vas leur dire « Eh ben, je vous ai arnaqué ». On a eu depuis 2009, une dette publique qui a littéralement explosé. Et la dette aujourd'hui, la dette mondiale, tout secteur confondu, représente 350% le PIB. On est sur des dettes qui sont aujourd'hui monstrueuses. Monstrueuses. Et en fait, normalement, une dette, elle diminue quand il y a de la croissance, quand l'économie, elle est au beau fixe. D'accord? C'est-à-dire que la dette, elle sert à alimenter la croissance. Et donc, grâce à la croissance, on rembourse la dette. Sauf que depuis les années 70, par exemple en France, la dette n'a fait qu'augmenter, augmenter, augmenter. Et on aura une dette qui dépassera 115% du PIB. Et ça, c'est la dette publique. On ne parle pas de la dette des entreprises ni la dette des ménages. Donc, la dette mondiale va exploser cette année. Et donc, les 10 années qui ont suivi la crise des subprimes, qui s'est terminée en 2009, normalement, ces 10 années auraient dû amener plus de croissance, un assainissement des finances publiques, une situation qui est meilleure. Mais en fait, durant ces 10 années, on a eu une hausse de la dette publique et une hausse de la bourse. Mais on a eu également une hausse des inégalités. Et en fait, ça nous rappelle 1929. Pourquoi 1929? Parce qu'en 1929, on a eu quasiment la même chose. C'est-à-dire qu'entre 1920 et 1929, on a eu un marché haussier. C'est-à-dire que les actions ont explosé à la hausse. C'est déjà arrivé dans les années 20 aux États-Unis. L'économie connaît alors une croissance spectaculaire et tout le monde veut y prendre part. Les travailleurs spéculent à la bourse avec de l'argent qu'ils ont emprunté et perdent tout. L'Amérique plonge dans une longue crise économique qui finit par gagner l'Europe. Panique bancaire, jeudi noir à la bourse de Wall Street. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on a eu la même chose. On a eu des politiques monétaires expansionnistes, c'est-à-dire baisse des taux d'intérêt et on injecte de l'argent. Mais durant cette même période, on n'a pas eu d'inflation. D'accord? Mais on a eu l'inflation des actifs financiers, des actions. Et puis, à un certain moment, on s'est rendu compte que la dette était trop importante, que finalement la bourse était surévaluée et ça a créé un krach. Et ce krach a duré de 1929 à 1932, mais ce krach a massacré l'économie mondiale. Massacré sur le plan du chômage, sur le plan de la précarité et bien évidemment sur le plan économique. On a eu des prix qui ont fortement baissé et donc c'est important de se replonger dans l'histoire. Donc je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais je vais le faire par la suite. C'est-à-dire comprendre ce qui s'est passé avant pour mieux comprendre aujourd'hui. Parce que, encore une fois, n'oubliez pas une chose. Le confinement a démarré en mars. Nous sommes aujourd'hui le 27 avril. D'accord? Et beaucoup de gens se disent « mais c'est fini » ou « la crise est finie » ou « on est passé à autre chose ». Mais ils oublient finalement les ingrédients et les indicateurs macroéconomiques. Et les indicateurs macroéconomiques font peur, font froid dans le dos. The euro area is facing an economic contraction of a magnitude and speed that are unprecedented in peacetime. Growth scenarios produced by ECB staff suggest that euro area GDP could fall by between 5
and 12% this year. Ça ne veut pas dire que ça va être totalement catastrophique, mais ça veut dire que on ne vivra plus comme avant. On n'aura plus la facilité d'avant. C'est-à-dire qu'encore une fois, il faut être réaliste. Ok, aujourd'hui, tout ce qui est QE, ça a permis de calmer le jeu. Tout ce qui est politique monétaire expansionniste, c'est-à-dire qu'on a fortement baissé les taux d'intérêt, on va avoir des taux d'intérêt négatifs. Pourquoi les taux d'intérêt négatifs? D'ailleurs, je vous pose la question. Pourquoi des taux d'intérêt négatifs? Pourquoi des taux d'intérêt négatifs? Je vous pose la question. Le taux négatif est quelque chose que nous raconterons à nos arrière-petits-enfants et qui les fera pleurer de rire. Parce que c'est une absurdité économique et financière. Ça veut dire que plus vous endettez, plus vous recevez de l'argent. Nous sommes dans un système où nous créons de la monnaie alors qu'en face, nous ne créons pas de la richesse. Donc on a beau avoir un endettement élevé, on ne s'est jamais endetté à si bas coût. Il faut profiter de cet endettement. L'argent semble si facile à obtenir pour l'État français qu'on en oublierait presque que la machine peut se gripper à tout moment. C'est la première fois que je vois la Tammy affolée. Pourquoi on ne peut pas annuler la dette? Excellente question. Écoute, tu es probablement, sans le savoir, créancier de l'État. C'est-à-dire que, par exemple, tu as acheté de l'assurance vie ou dans l'assurance vie, il y a des obligations. Et les obligations, c'est quoi? C'est la créance sur l'État. Tu as acheté, tu es créancier de l'État. Donc, il y a énormément de personnes qui sont créancières de l'État. Annuler la dette, ça veut dire appauvrir beaucoup de gens qui ont épargné, qui ont placé leur argent et du jour au lendemain, tu vas leur dire « Eh ben, je vous ai arnaqué ». On a aussi un message à dire. On est un pays capable de rembourser ses créanciers et de donner confiance du coup à l'avenir. Voilà. Donc, je pense que ceux qui vous disent qu'on ne remboursera jamais de nos dettes sont plutôt des bonimenteurs. Et donc, l'histoire, c'est pour ça que c'est important de comprendre 1929 et de comprendre les grands mouvements historiques. C'est-à-dire que la dette, de toutes les manières, comment on peut l'annuler? On peut l'annuler par l'hyperinflation, c'est-à-dire qu'effectivement, tu as les prix qui augmentent, qui grimpent, et donc tu arnaques les gens qui ont prêté. Ou alors, tu as effectivement une situation d'arrêt, c'est-à-dire tu dis j'annule, d'accord, je ne rembourse pas, mais dans ce cas, tu ne pourras plus emprunter par la suite ou très difficilement. Et encore une fois, auprès de qui tu as emprunté. Plus de la moitié de nos prêteurs étrangers, nos banques, sont des étrangers, des Russes, des Chinois, et qu'on doit leur faire la cour, finalement, pour qu'ils nous prêtent à pas cher, parce qu'on est pris à la gorge par 40 ans, vous l'avez dit, d'endettement. Alors, on n'est pas dans le « j'achète ma maison et je rembourse à la banque », on est dans « je subis les marchés financiers ». Donc ça, c'est évident qu'arriver à un certain niveau de dette et à un certain niveau de déficit, vous ne faites pas de plaisir à votre population, vous jouez contre elle. Et puis, bien évidemment, il ne faut pas oublier les conséquences. C'est-à-dire que si tu annules ta dette, par exemple la France, les États-Unis, ce n'est pas des pays émergents. Les conséquences peuvent être bien plus importantes. C'est facile de dire « j'annule », donc qu'est-ce qui va se passer? Ils vont augmenter les impôts sur les plus riches. Ils vont commencer à pratiquer de la redistribution. On parle aujourd'hui de revenu universel. Donc tout ça, je vais vous le présenter. C'est-à-dire qu'à la fin, vous aurez une réelle expertise sur l'économie. Une réelle expertise sur l'économie. Je ne peux pas tout aborder aujourd'hui, vous voyez ce que je veux dire? Mais à la fin, vous allez comprendre tous les enjeux actuels. Ça vous plaît ou pas? Donc c'est ça le but. Le but, c'est vraiment de vous expliquer qu'il n'y a pas une recette miracle. C'est-à-dire, c'est facile de dire on annule la dette. Mais on n'est pas dans ce cas de figure. C'est un cas extrême. Par exemple, l'Argentine, récemment, a dit j'annule la dette. Mais pourquoi l'Argentine a dit j'annule la dette? Je vais vous montrer un graphe. Je vais mettre sur un mois. OK. Regardez le peso argentin. Regardez le peso argentin. En 2001, il valait $1. Il valait $1. Aujourd'hui, $1 permet d'acheter 66. C'est-à-dire que la valeur de cette monnaie a été divisée par 66. Ça veut dire que pour acheter, je ne sais pas moi, un iPhone, auparavant, tu pouvais l'acheter, voilà, je ne sais pas moi, $1000, c'est-à-dire 1000 pesos. Aujourd'hui, c'est 66 000 pesos. Ça veut dire que en fait, la monnaie n'a plus de valeur.
Et ça veut dire que tous ceux qui ont épargné ont perdu tout leur argent. Alors bien évidemment, ceux qui ont placé leur argent en bourse, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, l'Argentine est en cessation de paiement. Pourquoi? Parce que justement, sa monnaie a fortement chuté et elle est dans une situation extrêmement grave. Donc, dire « j'annule ma dette », c'est réellement un cas extrême. Donc tout ça, encore une fois, je vais vous l'expliquer. D'accord? Mais voilà, le Liban, tout à fait. Mais le Liban, on est bien d'accord que c'est pas top tout ça. 92 milliards de dollars. C'est le montant de la dette cumulée par le Liban, actuellement englué dans une crise financière et économique sans précédent. Ce samedi, le Premier ministre Hassan Diab a annoncé ce que la population redoutait. Le pays n'est plus en mesure d'honorer ses créances et se retrouve en défaut de paiement pour la première fois de son histoire. Cette semaine, l'exécutif a réfléchi à des solutions pour gérer une dette qui s'élève à 170% de son produit intérieur brut. Une négociation avec les créanciers afin de restructurer cette dette est désormais envisagée. C'est pas top, c'est-à-dire que défaut, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement un État devient quasiment à la merci de l'étranger. Il ne maîtrise plus sa destinée. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça le risque. Mais tout ça, encore une fois, c'est complexe, mais en même temps, c'est simple si on vous l'explique, et je vais vous l'expliquer. D'accord? Mais je ne peux pas vous l'expliquer aujourd'hui parce que je vais vous consacrer un cours à tout ça. Et comme ça, vous y verrez très très clair. Ça vous va ou pas? Ça vous va? Yes, yes, yes? Sauf si l'État est too big to fail, mais il n'y a pas d'État too big to fail. D'accord? Il n'y a pas d'État too big to fail, mais bien évidemment, il y a certains États qui peuvent effectivement abuser. Donc, yes. Alors, mettez-moi du agir. Mettez-moi du agir. La France s'endette en euros et la France peut s'endetter. Mais regardez l'Italie, regardez l'Espagne. C'est-à-dire l'endettement, à un certain moment, ça peut peser lourd sur la croissance, sur le chômage, sur la santé d'une économie à long terme. Mais d'où l'importance de ces cours d'économie. C'est-à-dire que je ne peux pas le dire, je peux pas vous expliquer en 5 minutes ce que ça veut dire. Il faut que je resitue le contexte sur un plan historique, sur un plan théorique et bien évidemment prendre des cas concrets aujourd'hui. Et ça, c'est un gros boulot sur lequel on est en train d'avancer et ça va être, je pense, génial. Ça vous branche ou pas?